Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Fortnite of the Apocalypse, donc la suite de Seven Deadly Sins Nanatsu no Taizai. Et comment dire que nous avons l'un des épisodes les plus importants de toute la saison, voire même de toute la série, puisqu'aujourd'hui, mesdames et messieurs, les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça y est, vont enfin être réunis. Alors donc, l'épisode commence avec Lancelot et la gamine. Du coup, avec Lancelot qui essaye de comprendre qui tu es, qu'est-ce que tu veux, c'est quoi ce bordel? Et en gros, ce qu'elle nous explique, c'est que elle sait tout de Lancelot, puisque Lancelot lui a dit. Et qu'en gros, elle sait des choses sur le père de Lancelot, mais également sur ce que lui et son maître ont fait au lac. Alors, si vous n'avez pas suivi le manga, je crois pas que ça avait été adapté en animé, je ne pense pas, mais je vais vous dire un petit truc. Ah, quoique. Non, allez, dans le doute, pour que ce soit révélé plus tard, je vais pas vous dire, mais voilà. Lancelot du Lac, c'est une figure connue de la mythologie arthurienne, et on avait eu plus ou moins un avant-goût de ce qui allait se passer dans un petit chapitre bonus du manga. Je sais plus si c'était de Fortnite ou si c'était de Nanatsu, mais voilà, on avait eu des petits trucs par rapport à ça. Et en gros, Lancelot nous dit que autant son père, il peut admettre que la gamine le connaisse, autant son maître, il n'en a jamais parlé à personne. Donc, voilà, cette gamine est très très importante. Elle nous explique que quand lui aura 20 ans, elle en aura 16. Donc, ils ont 4 ans de différence. Sachant que Lancelot, de mémoire, il me semble, a 16 ans aujourd'hui, le même âge que Tristan. Ça veut dire que la petite doit avoir 12 ans. C'est pas nécessairement si déconnant que ça. Personnellement, en tout cas, je trouve. Surtout s'ils sont plus vieux après, en fait. La différence d'âge se voit beaucoup moins plus tard. Quand les gamins sont plus jeunes, oui, ça peut être choquant, je sais pas si c'est le mot, mais dérangeant. Ça, je peux le comprendre. Une fois que les personnes sont beaucoup plus vieilles, ça se remarque pas tant que ça, donc à la rigueur, admettons. D'autant que il y a toujours eu cette notion de destinée, de lien particulier dans Nanatsu que personnellement j'aimais beaucoup. Pas que je veux forcément voir ça dans le vrai monde, mais je trouve ça intéressant d'explorer ce genre d'amour dans des univers de fiction où les règles de notre monde ne s'appliquent pas. Que ce soit Ban avec Elaine, que ce soit Meliodas avec Elizabeth, que ce soit King avec Diane, je trouve ça très intéressant par rapport à ce que ça essaye de questionner. Voilà. Vous en sortez ce que vous voulez. Moi, je trouve ça très intéressant à traiter. Peut-être parce que j'ai eu d'autres œuvres par le passé qui en parlaient. Et que du coup, ça fait partie des trucs plutôt normal dans ma façon de consommer ce genre d'œuvre. Je ne sais pas. Et donc la gamine nous révèle effectivement être bien Guenièvre, donc elle est vachement en danger parce que ça veut dire qu'Arthur va vouloir mettre la main dessus. Et en gros, elle est obligée de rentrer puisqu'une servante vient la chercher et elle explique à Lancelot que il va bientôt revoir quelqu'un qu'il cherche. Voilà, donc peut-être le fameux le fameux chevalier au masque étoilé dont il avait demandé des infos dans un épisode antérieur. Peut-être, je ne sais pas. Suite à ça, donc on va retrouver le groupe de Tristan, en tout cas Tristan avec Jade et Kion, du coup en train un petit peu de chercher effectivement Gawain, Gauvin, prenez-le comme vous voulez, dans la ville, du côté de la porte ouest. Et Kion va remarquer l'armure en question, donc l'armure blanche avec des reflets dorés, et donc va aller dans cette direction, bien évidemment sans jamais informer ni Tristan ni Jade. Et en fait, ce qu'on va très vite comprendre, c'est qu'il cherche à éliminer en fait les 4 cavaliers de l'Apocalypse d'une manière ou d'une autre. Ça lui plaît absolument pas. Et du coup, on va revoir un personnage que je m'attendais pas à revoir, mais je suis vachement contente parce que vous allez peut-être pas vous en souvenir si vous n'êtes pas des fans hardcore de Nanatsu. Mais en gros, alors je sais que dans le manga ça arrivait un peu plus tôt, dans l'anime ça arrivait un peu plus tard. Gozer va rencontrer un jeune garçon dans une ville qui a perdu sa mère
et qui vit seul avec son père. Et qui du coup, pour jouer, s'amuse à jouer un petit peu aux 7 cavaliers de l'Apocalypse. Aux 7 péchés capitaux, excusez-moi. Et en fait, il va temporairement se transformer, se métamorphoser en sa mère, pensant pouvoir apaiser un petit peu le gamin, mais ça va avoir complètement l'effet inverse. Et bah ce gamin, du coup, est devenu chevalier sacré. On revoit Pelio dans cet épisode et ça fait tellement plaisir, vraiment. On sent que cet univers est vivant, que les personnages ils évoluent, ils ont des histoires et c'est du bon world building pour moi, j'adore, j'aime beaucoup. Donc voilà, et donc Pelio vient saluer un petit peu le prince Tristan et dit ah bah Jade t'es tout seul, bah fais en sorte de bien protéger le prince cette fois parce que Kion vient de se barrer et, et Ise a fui. Et en fait c'est là qu'ils vont comprendre qu'il y a quelque chose de pas très normal. Et du coup ils vont essayer de partir à la poursuite de Kion, qui du coup a utilisé encore une fois un sylphe et un gnome de terre, je crois, pour attaquer le fameux Gauvin. Et en fait, du coup, Tristan va rapidement arriver pour lui dire d'arrêter. Et qui on n'est pas très très heureux d'obéir aux ordres. Donc la personne va enlever son casque et en fait on va se rendre compte que c'est juste un garde lambda en fait qui est sous l'armure. Donc c'est-à-dire que bah, apparemment il a trouvé l'armure dans une allée. Bon, mon gars, si tu voles des trucs, ils sont bien les gardes de Lyonnaise, hein, franchement bravo. Et donc du coup ce qui va se passer c'est qu'on va retrouver Gauvin, El Famoso Gauvin, en pleine discussion avec Ise, puisque donc Gauvin a vu Ise en train de pleurer, de pas être bien, et du coup essayer un petit peu de la réconforter, en lui faisant même potentiellement des avances que d'aucuns pourraient considérer déplacées, on va dire. Mais Ise prend bien le temps de dire que non, non, c'est pas parce qu'elle s'est fait rejeter qu'elle va forcément tomber dans les bras d'un inconnu. Elle semble avoir un vrai complexe sur sa féminité, puisqu'apparemment elle fait 1,80 m. Et la personne qui est avec elle est encore plus grande. Donc voilà, donc Gauvin est beaucoup plus grand que ça encore. Et voilà, Ise se désespère un petit peu d'avoir que de la force brute, de pas avoir grand-chose à apporter. Mais je trouve que son petit ruban dans les cheveux, il est plutôt mignon. Et en fait, elle va manquer de se prendre une attaque qui ressemble à une boule de feu. Et en fait, Gauvin, du coup, va annuler cette attaque-là, en du coup précisant son nom. Et voilà. Et Gauvin, qui semble être une femme, à la grande surprise de tout le monde, du coup. Donc c'est plutôt cool, du coup, d'avoir une fille dans le groupe. Et une fille qui est pas forcément stéréotypée comme on pourrait s'y attendre dans d'autres œuvres. Mais donc voilà, personnage plutôt intéressant. Maintenant, d'un autre côté, Perceval a senti une aura particulièrement sanguinaire. Lancelot, il a senti un truc, mais il dit bon, ils s'en sortiront, allez, j'ai autre chose à faire. On sait pas très bien ce qu'il fait, mais bon. Et en gros, Pelio va tomber face à un gars qu'on connaît plutôt pas trop mal dans Fortnite of the Apocalypse, puisque c'est un personnage qui a une légère obsession sur un de nos personnages principaux. Je veux bien évidemment parler de Pelgarde, qui visiblement réussit à s'infiltrer à Lyonesse sans le moindre problème. Pour l'instant, il est dans une forme civile, donc il n'y a pas de problème. Et en gros, Pelio va lui dire que tu sais, tu te rends compte que l'aura meurtrière que tu dégages là, ça va attirer les gens en fait, ça va attirer l'attention. Et visiblement, c'est ce que Pelgarde y veut. Il veut attirer les gens puissants dans sa direction. Un petit combat va s'engager entre Pelio et entre Pelgarde. Du coup, où Pelio va se faire brûler, en fait, par les attaques de Pelgarde. Mais Pelio va quand même réussir à le blesser et en fait, il a l'air d'avoir un sort dans le genre de l'hypnose ou quelque chose en tout cas qui agit sur le mental, puisque alors que Pelgarde veut lever son arme, il va la faire tomber, alors qu'il veut baisser la tête, il va la lever. Donc voilà, ses sens sont complètement confus, mais il va quand même réussir un petit peu à mettre ses attaques. C'est là que le groupe de Perceval du coup arrive, complètement attiré par cette aura meurtrière et sanguinaire. Ils vont mettre un petit peu de temps à reconnaître Pelgarde, grâce à sa voix, du coup, il l'avait jamais vu sans son armure. Et en gros, il dit, oui, tu sais, on s'était fait une promesse, si tu perds un combat contre moi, je crois, tu deviendras mon apprenti ou un truc dans le genre. Et du coup, Pelgarde lançait un petit peu ses attaques de flamme.
et notamment, une attaque où quand tu coupes cette attaque, en fait, ça devient plein de petites flammes. Perceval va protéger ses amis et les gardes, avec sa magie, pendant qu'il essaye d'affronter un petit peu Pelgard, et il va utiliser un de ses mini Percy qui est devenu énorme pour absorber toutes les flammes, mais les flammes de Pelgard sont tellement puissantes qu'elles vont réussir à dissiper la magie de Perceval. En fait, Perceval se rend bien compte que oui, non, effectivement, je vais pas réussir à le battre, quoi. Ça va pas être possible. Et du coup, il balance une boule de feu sur Perceval. Moi, au début, je m'étais dit, puisqu'on a eu un petit flash vite fait de Meliodas qui regarde un petit peu ce qui se passe, je me suis dit, bon, bah, Meliodas va débarquer, un petit full counter, on n'en parle plus. Mais non, c'est Gauvin, du coup, qui arrive et qui éteint complètement les flammes. Elle se présente en fait comme la maîtresse des flammes, quoi que ça veuille dire, et possède une magie dorée. Voilà. Donc Perceval comprend que c'est Gauvin. Tristan va également faire son apparition en disant mais je vous avais demandé de m'attendre au château et tout ça. Gauvin qui veut dire non mais je suis pas vraiment du genre à obéir aux ordres et tout. Et Lancelot va également débarquer à son tour et donc nous avons ça y est un moment mythique dans Fortnite The Apocalypse. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse en question, éponymes, sont réunis tous ensemble. Et on a même, et clairement, bon, ils sont trop puissants, je pense, pour Pelgard quand même si ça reste des gamins. Et surtout, on voit une autre particularité de Tristan dans cette scène, qu'on avait déjà vu qu'il avait des pouvoirs de déesse, mais là, on comprend que son œil vert, du coup, l'œil qu'il a hérité de Meliodas, en fait, peut avoir sa forme démoniaque également. Donc, supposément, Tristan serait capable d'utiliser les pouvoirs de démon qu'il a récupérés de Meliodas. C'est plutôt intéressant à noter et à savoir. Et voilà, donc l'épisode se termine avec effectivement les 4 cavaliers de l'Apocalypse réunis pour la première fois dans l'histoire. C'est plutôt cool. Donc voilà, c'était un épisode plutôt sympathique, un petit peu plus secondaire, je dirais, que celui d'avant par exemple, mais toujours aussi agréable à suivre. L'animation, elle est vraiment géniale au niveau des flammes, mais ça, le style rend tellement bien. C'est insane. J'adore. Et voilà, la CGI sur Pelgard ne dérange pas plus que ça. En tout cas, moi, ça m'a pas plus dérangé que ça. Peut-être parce que je commence à être habituée maintenant et que franchement, je trouve que l'intégration est vraiment très bonne, donc il n'y a pas à s'en plaindre. Donc voilà, voilà, un bon petit épisode. Et puis bah moi je vous propose qu'on se retrouve la prochaine fois pour parler de l'épisode 20. Allez, plus que 5 épisodes avant la fin de la saison 1. Bon, clairement 5 épisodes, on est le 26 août. Je pense avoir le temps de finir cette saison avant que la saison 2 ne sorte au mois d'octobre. Je veux pas m'avancer, mais je pense que ça doit être faisable quand même. Bon, vous verrez ça beaucoup plus tard, du coup, forcément, puisque je vais recommencer à poster qu'au mois de septembre. Mais voilà. J'espère que ça continuera à vous intéresser, puisque j'ai vu que ça intéressait quelques personnes quand même, Fortnite of the Apocalypse. Et j'en suis relativement contente, puisque certes, Nanatsu no Taizai n'était pas parfait, surtout dans sa forme animée. Mais ça fait toujours plaisir de voir que des gens sont prêts à donner un petit peu de, sont prêts à donner une chance à une œuvre comme ça, surtout moi à une œuvre qui me plaît autant. Donc voilà, sur ce, je vais pas vous laisser plus longtemps, je vais pas vous embêter plus longtemps, vous inquiétez pas. Portez-vous bien les gens. Allez, bye.